Alors, le thème de notre soirée, accomplir ou détruire l'humanité. Eh bien, moi, je vais essayer de vous apporter finalement des éléments tirés de mon expérience professionnelle, mon travail sur des situations catastrophiques sur lesquelles je travaille depuis une vingtaine d'années et leurs conséquences sur l'humanité. Alors pourquoi finalement, quel rapport avec le thème? C'est un petit peu, je dirais, comme une éclipse. L'humanité, on va la regarder dans une situation extrême, un peu comme quand on regarde le soleil, finalement, le jour d'une éclipse, on voit des choses qu'on ne voit pas d'habitude. On voit se révéler finalement des éléments extrêmement importants. C'est là qu'on voit les poutres maîtresses, c'est là qu'on voit justement ce qui lui permet de tenir ou au contraire qui fait qu'elle s'effondre. Donc, ces situations, là je parle de situations de contamination de très longue durée, ou ça peut être nucléaire ou chimique, en fait elles aboutissent à des perturbations extrêmement graves et profondes des modes de vie sous à peu près toutes leurs dimensions. Donc on a affaire à des gens qui soit vont partir, quitter leur territoire, ou au contraire il va s'agir de rester, de s'installer, de revivre dedans, mais selon des modes de vie qui vont nécessairement changer. Et là finalement on peut voir un certain nombre de conditions se dégager pour que cette reconstruction d'une vie qui vaille la peine d'être vécue puisse s'opérer. Et on voit bien que ce n'est pas uniquement une question personnelle ou une question collective ou une question communautaire, c'est tout ça à la fois. C'est bien toutes les ressources anthropologiques qui sont mobilisées dans ces situations. Et d'une manière générale, on voit des politiques publiques qui essayent de bien faire, qui essayent de régler des questions de sécurité, des questions d'approvisionnement des besoins primaires des populations. Mais en fait, le constat que nous faisons, c'est que finalement, si il doit y avoir une reconstruction des modes de vie, ça passe d'abord par la mobilisation des personnes. Des personnes à la fois à titre individuel, mais aussi en communauté. Voilà, les politiques publiques post-accidentelles, elles ont un peu le défaut de vouloir faire les choses pour les gens, et finalement ce qui ressort, c'est qu'il faut d'abord les mettre en action et les permettre de déployer justement leurs ressources anthropologiques. Alors quels sont ces critères? Il y en a 7. Alors le premier critère, c'est quelque chose que nous tirons également de la pensée de Paul Ricoeur, c'est l'idée de capacité des personnes. C'est l'idée que ce qui fait une personne, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est d'une certaine manière sa capacité à mobiliser un certain nombre de ressources qui sont intérieures ou extérieures pour pouvoir, je dirais, accomplir son humanité. Et donc, un élément de la dignité de la personne, c'est la reconnaissance de cette capacité. Et d'une certaine manière, c'est d'abord s'appuyer sur ce qu'elle pourra faire, ce qu'elle peut mettre en œuvre. Et ce n'est pas une vision de toute puissance, pas du tout, puisque ça prend la personne dans sa vulnérabilité, mais c'est le souci d'aller chercher chez une personne même impuissante ou incapable, mais c'est d'aller révéler derrière sa capacité. Ça, c'est notre premier critère très important. Le deuxième critère, qui se rapproche plutôt de la pensée de l'économiste Amartya Sen, c'est l'idée de capacitation. Tout à l'heure, j'ai parlé de capacité. Ici, je parle de capacitation. Au fond, c'est une idée très concrète et très simple. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'affirmer la capacité des personnes, il faut encore créer des conditions favorables pour que ces capacités puissent se déployer. Et donc, ça veut dire que ça va me pousser à regarder si je crée un contexte favorable et à m'assurer que toujours tous les moyens sont mis à la disposition des personnes pour pouvoir effectivement déployer leurs capacités. Le critère suivant, le troisième, concerne la capacité à agir ensemble. Voilà, c'est parce qu'on se voit bien que face aux situations post-accidentelles, complexes, très difficiles, il est absolument nécessaire de construire des relations, de s'appuyer sur les autres, je dirais de s'appuyer sur la pluralité, la diversité des compétences. C'est d'ailleurs une caractéristique profonde de l'humanité, j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. C'est ce qui permet de construire de la confiance, et la confiance, c'est ce qui permet à une société de fonctionner. Il n'y a pas de fonctionnement social sans confiance. Et on pourrait presque dire que ça fait partie de la carte génétique de Sapiens. C'est d'avoir toujours su se déployer et d'avoir surmonté des situations grâce à sa dimension, je dirais, sociale, en construisant des réponses sociales. Le quatrième critère, en fait, c'est la question de la construction du sens. En fait, pour pouvoir effectivement se redéployer, chaque personne a besoin de construire du sens et ne peut pas le construire seule. Alors d'abord ça va passer par de l'information fiable. Souvent dans les situations post-accidentelles on ne sait plus très bien, on est dans le doute, on est dans l'inquiétude et on n'arrive plus à
attraper finalement, on ne sait plus si c'est vrai ou si c'est faux, s'il faut s'inquiéter ou pas s'inquiéter. Et on voit bien que ces personnes, la manière de reprendre pied, ça va être de reconstruire l'information. Souvent, très concrètement, en allant faire des mesures eux-mêmes, en allant mesurer la radioactivité ou le taux de pollution dans leurs légumes, dans leur sol, dans leur corps. Et ceci se fait en déployant des compétences qui sont nécessairement diversifiées et qui vont permettre progressivement de construire du sens autour de la situation et de la réinterpréter. Et on voit bien que ce qui sort finalement comme vision de la réalité, ce n'est pas uniquement ce qui va sortir par exemple lorsque les pouvoirs publics par exemple publient la carte de la contamination. Eh bien c'est tout à fait différent de lorsque par exemple des personnes d'un village commencent à faire des mesures autour d'eux, font la carte de leur village, savent exactement où est-ce qu'ils peuvent aller chercher des champignons, où est-ce qu'on peut cultiver les légumes, où est-ce qu'il faut faire attention au contraire, etc. On voit d'une certaine manière se redessiner une nouvelle carte qui est le fruit de leur implication et de leur travail pour élaborer cette information et pour construire du sens. Le cinquième critère, c'est la dimension institutionnelle et politique. Et là, on voit bien toute l'importance justement de l'existence de ces institutions. Souvent, on entend beaucoup, on a tendance parfois à beaucoup, on va dire, critiquer l'État, les institutions, on trouve qu'elles ne font pas suffisamment ce qu'elles ont à faire. Mais il n'y a rien de tel que d'aller voir des situations où l'État s'est effondré, ou au contraire, l'État existe toujours, mais il est en situation de discrédit complet, pour s'apercevoir les ravages que créent ces situations et le désarroi immense que crée finalement l'effondrement des institutions, car ça laisse finalement chacun en face de lui-même sans recours social. Donc on voit bien que la présence finalement de ces institutions est essentielle et en même temps, elles ne fonctionnent effectivement d'abord que quand il y a des conditions de la confiance sont réunies, mais également lorsque les personnes peuvent agir sur cet environnement politique et institutionnel de manière à le modeler de telle façon qu'il soit favorable et qu'il les aide ensuite à construire les conditions de leur épanouissement et de leur développement. Donc on voit bien que la dimension démocratique ici, ou la dimension de participation, est très importante. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans un texte, une convention internationale qui s'appelle la Convention d'Aarhus, qui a été signée en 1998, par exemple par la plupart des pays d'Europe, et qui affirme justement le droit des personnes à accéder à la formation, à pouvoir donner leur avis sur des politiques publiques et que leur avis soit dûment pris en compte. Voilà. Donc on voit bien ici qu'il y a cette double dimension à la fois de l'existence d'un cadre institutionnel et en même temps des conditions dans lesquelles chacun peut influer ou agir sur ce cadre institutionnel. Mon sixième critère concerne les ressources symboliques et spirituelles. Ici, c'est un aspect très important, finalement, qui fait que nous avons déjà vu dans de précédentes séances avec Boris Cyrulnik et ses réflexions, finalement, qui nous montraient que la dimension spirituelle, la prière, les dimensions symboliques qui peuvent se déployer à l'échelle d'une communauté constituent des ressources essentielles lorsque des personnes et des communautés sont confrontées à des situations destructives graves. Et qu'au fond, c'est tout à fait une autre registre supplémentaire qui vont leur permettre de trouver les éléments pour se réorganiser, pour reconstruire d'une certaine manière leur aplomb et on va dire, reconstruire du sens. Voilà. Je fourmille dans ma tête d'exemples dans lesquels nous voyons des communautés qui vont mobiliser toutes ces ressources et en particulier, par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler avec des communautés lapones, les Samis, dans le nord, dans les pays nordiques, Norvège, Suède, Finlande, qui sont des populations qui ont été très lourdement touchées par l'accident de Tchernobyl, en fait du fait de nuages qui se sont déplacés dans la haute atmosphère et qui ensuite se sont reconcentrés et qui ont produit des contaminations très relativement faibles, mais sous l'effet ensuite de différents processus qui sont la reconcentration par les lichens, puis le fait qu'eux-mêmes vivent de l'élevage du renne, et le renne couvre des territoires immenses et ils mangent ces petits lichens, ils les reconcentrent et on se retrouve ensuite avec de la viande très contaminée. Eh bien, ces modes de vie ancestraux, semi-nomades, qui sont presque issus de l'époque pré-néolithique, en fait, ont été gravement perturbés et ces populations, finalement, ont toute une vision du monde qui est liée à leur mode de vie, à leur mode d'économie, à leur relation avec leur environnement naturel et avec ces rennes et avec cet élevage des rennes. Et en fait, tout ceci a été profondément perturbé. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'on voit bien qu'ils réagissent en tant que communauté et réagissent dans le cadre de leurs ressources spirituelles qui leur permettent de construire du sens et en même temps de réinterroger la situation. Mais ça me permet d'aborder mon dernier et septième critère qui est la question de l'enracinement territorial.
En fait, on voit également dans ces situations l'importance du lien et de la connexion, de l'enracinement des personnes et des communautés dans un territoire qui sont génératrices de sens, qui sont génératrices de ressources. Et en fait, voilà, il n'y a pas d'humanité hors sol. L'humanité ne se conçoit pas sans ce milieu vivant, ce milieu naturel dont l'homme fait partie, mais dans lequel sa dignité s'exprime. Donc, lorsque nous avons des situations disruptives qui viennent casser ces liens, et bien ça, c'est un élément extrêmement, on va dire, pénalisant. Et c'est justement à travers la reconstruction de liens et de connexions et de modes de vie, de nouvelles façons d'habiter un territoire qui tiennent compte, par exemple, du fait qu'il y a une pollution qui s'est installée, qu'à la limite, on arrive à retrouver finalement un fil directeur et cette possibilité d'un enracinement territorial. Moi, je fais personnellement le lien aussi dans nos sociétés contemporaines, avec cette immense tentative qu'on voit autour de nous dans des tas d'initiatives néo-agricoles, dans une autre façon d'habiter les territoires, toute la mode du slow, la lenteur slow food, la lenteur dans l'alimentation, la lenteur des modes de vie. Tout ça me semble participer d'un même esprit qui est cette idée de se reconnecter personnellement et ensemble avec un territoire et d'en vivre et de ne pas être au fond un être hors sol. Voilà. Donc ça, c'était mon 7e critère. Ces 7 critères, finalement, étant décrits, je peux justement arriver maintenant à ma conclusion pour dire que tout ce que j'ai dit ne concerne pas que les situations post-accidentelles, mais en réalité sont extrêmement pertinentes par rapport au contexte que nous vivons aujourd'hui. On voit par exemple que le fait d'être dans une société individualiste est quelque chose qui invalide beaucoup nos capacités de construire ensemble des réponses appropriées finalement aux enjeux et aux défis qui sont en face de nous, qui ont été évoqués plusieurs fois, comme cette question du dépassement de la modernité. Ce que je voudrais également ajouter en conclusion, c'est que ces critères évidemment sont liés. En fait, c'est un peu arbitraire d'avoir réparti ça en 7 points, c'était aussi une manière un peu de pouvoir s'en rappeler, de le travailler, mais en réalité, tout ça est lié. Pour arriver à s'en sortir, pour arriver à reconstruire quelque chose, on va mobiliser une partie de ces critères, plus particulièrement certains plutôt que d'autres. Quelquefois, certains sont profondément affectés, on ne peut pas aller les chercher, en tout cas pas dans l'immédiat. Donc on a là presque une sorte de feuille de route pour essayer, face à une situation de transition, d'évolution, de mobiliser finalement les ressources qui vont nous permettre d'accomplir l'humanité. Et à l'inverse, on voit aussi tout le mal et on pourrait dire toute la difficulté qu'introduit le fait que finalement certaines caractéristiques d'un contexte ou d'une société vont faire que certains types de critères ne seront pas mobilisés. Voilà. Personnellement, je ressens fortement que une des retombées, on va dire, de notre travail que nous avons fait cette année en nous lançant dans cette aventure d'exploration de tous les hommes, des hommes dans leur ensemble, et justement c'est difficile, c'est plus difficile à faire que par exemple seulement de regarder tout l'homme, parce que tout l'homme, nous sommes plus habitués, nous, à regarder ce qui tourne autour de la personne. Mais en allant regarder ce qui tourne autour de l'humanité, nous voyons bien que le fait de prendre en compte cette humanité dans son ensemble nous oblige à reconsidérer pas mal de choses que nous avions tendance à voir uniquement du point de vue de la personne. Et ça, c'est une ressource énorme, et je pense que c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure de nos séances de cette année. Voilà ce que je voulais donc ajouter.